17 janvier 1961. « 17 janvier 1961, assassinat de Patrice Lumumba. Alors que la Belgique cède son indépendance au Congo en juin 60, elle entend bien garder la main sur les ressources minières du pays, notamment sur le Katanga dont elle soutient la sécession. Premier ministre du Congo, Patrice Lumumba tente de s'opposer à cette politique de pillage. Après le coup d'État de Mobutu, il est assassiné par les autorités locales du Katanga le 17 janvier 61. Nous avons retenu la date de l'assassinat de Lumumba et de ses partisans après lui, parce qu'elle nous a semblé emblématique du néocolonialisme, pillage organisé des richesses par le soutien systématique aux groupes armés de tous bords, au prix de massacres sans fin. En plus, la figure de Lumumba m'intrigue. Lui dont Sartre disait qu'avec sa mort il est devenu toute l'Afrique, que Césaire appelait le Verbe, est quasiment inconnu des jeunes militants occidentaux. J'ai l'impression qu'on pourrait voir là un symptôme du sentiment d'impuissance face à la situation africaine, qui fait que l'on n'y perçoit plus que des conflits ethniques, champ ouvert à l'intervention humanitaire plutôt qu'à la solidarité politique, faute de savoir qui soutenir et pourquoi. Oui, c'est vrai qu'il y a un flou autour de l'image de Lumumba, et c'est en partie, alors que d'autres images de militants africains, des indépendances, je ne dis pas qu'elles sont très connues, mais comme Amilcar Cabral ou certains dirigeants de la guerre d'indépendance angolaise ou mozambicaine, restent malgré tout plus connus que Lumumba. Il y a peut-être aussi des raisons, c'est qu'il a quand même été assassiné jeune. Il y a, je ne sais pas s'il y a des traces écrites, c'est aussi une culture de l'oralité, ça ne veut pas dire que les gens n'écrivaient pas, mais je pense qu'il a écrit peu, peut-être pas plus que Thomas Sankara au Burkina ou quelque chose comme ça, et des textes qui sont peu ou mal reçus puisqu'on est là, dans la culture européenne. C'est-à-dire, il n'y a pas la même familiarité, même qu'avec, évidemment, pour prendre le point de comparaison, avec les mouvements révolutionnaires latino-américains, on a l'impression qu'on parle dans la même histoire, le même héritage culturel, avec les différences, etc. Là, l'Afrique, c'est effectivement un point obscur qui, probablement, d'ailleurs, est tributaire, inconsciemment ou à notre corps défendant, de la folklorisation coloniale qui se nourrit d'un élément de réalité. C'est que le type de développement social, pas partout, évidemment pas l'Afrique du Sud, mais des sociétés africaines, fait que le type, et c'est pas pour le valoriser, moi je le constate à peu près tous les ans avec mes étudiants africains, on n'est pas dans le même registre spontanément de rationalité qu'avec même des étudiants iraniens, et ça reflète un autre rapport à l'histoire, à la tradition, aux cultures locales, aux langues, etc. Alors tout ça probablement fait écran par rapport à une figure de celle comme Lumumba. Pourtant, je crois que la date est effectivement symbolique doublement de ce que tu as dit d'une part, c'est-à-dire au moment finalement des indépendances africaines où on pouvait penser que c'était un nouveau départ pour l'Afrique, certains étaient plus nuancés. Il y avait le très très vite suivi du bouquin de René Dumont sur l'Afrique noire et mal partie. Mais donc c'était une victoire, l'indépendance des États. Après, restait à construire une société, un État. Et là, se sont mises en mouvement aussitôt les politiques néocoloniales de reconstruction ou de reconversion des liens de dépendance économique, d'accès aux matières premières, le mécanisme de l'endettement qui est venu plus tard comme un mécanisme de subordination. Et quand il le fallait, et là c'est toute une stratégie, c'est-à-dire que ce qui s'est expérimenté dans le laboratoire congolais, de jouer sur la décomposition d'appareils d'État. Finalement, il y a des indépendances étatiques, mais qui n'ont pas, dans la plupart des cas, je ne suis pas un spécialiste de l'Afrique, qui n'ont pas vraiment construit de réalité nationale. Dans les États européens, il y a un va-et-vient entre la nation et l'État dans leur formation.
Il n'y a pas une réalité nationale qui préexiste clairement, mais l'État homogénéise et aboutit à une réalité nationale. Là, les indépendances étatiques qui sont venues sur les découpages de la colonisation, parfois avec des chevauchements délirants entre la Tanzanie, etc., bon, mais auraient pu construire par ailleurs des réalités nationales, peut-être artificielles, mais ça suppose un développement, une politique redistributive, etc. Or, la fragilité de ces États plurinationaux en formation, plus la poursuite du pillage impérialiste, et aujourd'hui avec les formes extrêmes, qui est que la ponction de la dette fait que pour la plupart des États africains d'Afrique centrale, le seul paiement des intérêts de la dette est plus élevé que les budgets cumulés de santé et d'éducation, ce qui veut dire d'ailleurs une rechute, y compris dans la colonisation culturelle, parce que quand on ne peut plus payer des instituteurs, on diffuse des programmes enregistrés par les firmes de communication multinationales avec des répétiteurs. Mais bon, les programmes sont aussi des véhicules idéologiques. Bon, et donc il y a eu ce laboratoire-là qui est de jouer très vite donc, sur les rivalités tribales qui n'ont pas fusionné totalement dans des entités nationales. Et dans les cas extrêmes, évidemment, l'enjeu du Congo étant un enjeu majeur, mais on a eu par la suite au Nigeria, on a eu aujourd'hui à de toute autre échelle avec la Côte d'Ivoire, etc. Bon, ça a été de jouer aussi des guerres locales, en plus présentées, et ça c'est le comble d'ailleurs du cynisme, comme presque comme la remontée à la surface d'une sauvagerie naturelle, essentielle et inhérente. C'est-à-dire, c'est la confirmation de l'image de la barbarie que renvoie le colonisé. Alors que la plupart de ces guerres, finalement, sont ou instrumentalisées ou carrément suscitées par les jeux d'intérêt, de partage ou de repartage de l'Afrique, qui est une question récurrente depuis le congrès de Berlin à la fin du XIXe siècle, dont l'enjeu était précisément le dernier grand partage colonial de l'Afrique. Alors, bon, voilà. Alors en même temps, l'autre chose, ce qui fait que elle n'a pas à être réhabilitée, mais enfin rehausser l'image de Lumumba serait aujourd'hui importante, c'est que c'est un des premiers personnages des indépendances africaines, avec un destin absolument tragique. Moi, à l'époque, j'étais à la JC, pareil, hein, on n'avait pas l'idée que Lumumba représentait un mouvement communiste, mais ça faisait partie du processus, là encore, en même temps que Cuba, en même temps que l'Algérie, quelque chose qui montait en puissance. Bon, apprendre qu'il avait été assassiné, qu'on n'avait pas de cadavre, qu'il avait été dissous éventuellement dans l'acide sulfurique, y compris les circonstances rajoutées à la tragédie. Mais c'était dans un contexte où l'émergence de la figure de Lumumba s'inscrivait aussi dans un ensemble. Alors, les dates ont leur importance, mais 61... alors, il y a les mouvements des colonies portugaises qui ont marqué toute cette période-là, même si on leur a prêté d'intérêt surtout à partir de l'explosion du Portugal lui-même dans les années 70. Enfin, ça existait déjà. Et surtout, ça fait partie de la montée en puissance de tous les mouvements, soit culturellement des mouvements de la négritude, effectivement, et de la littérature antillaise, notamment, antillaise au sens large, haïtienne, Jacques Roumain, Césaire comme référence majeure là-dedans, etc. Et aussi, avec un très léger décalage dans le temps, ça faudrait vérifier les dates, mais l'émergence du mouvement noir aux États-Unis, les premières émeutes de Los Angeles, qui n'étaient pas des émeutes strictement noires, mais enfin, la dimension d'un mouvement noir émergent était déjà présente, mais déjà dans les émeutes étudiantes de 61-62, qu'on connaît plus mal, il y avait cette dimension-là. Donc la montée de la revendication noire aux États-Unis et en Afrique fait un ensemble. À quoi il faut ajouter en plus, non, ça fait partie de cette dynamique-là,
l'écho qu'a pu avoir à l'époque, on y revient un peu aujourd'hui, le personnage et surtout la pensée de Frantz Fanon. Alors c'est étonnant parce qu'aujourd'hui Fanon est une des références majeures des études coloniales ou postcoloniales dans tout le monde anglo-saxon. En France, peut-être, à partir des phénomènes récents, on le redécouvre, mais si on regarde à peu près les recherches universitaires, etc., il s'est fait très peu de choses dans ces dernières années, dans les 20 dernières années, autour de la pensée de Fanon. Alors, c'est important parce que si on prend, c'est un choix arbitraire, en partie symbolique, mais le triptyque Lumumba, Fanon, Malcolm X, on pourrait ajouter Cabral ou d'autres, mais ou l'impact de la révolution cubaine aux Antilles aussi, mais c'est toute une séquence de la revendication noire, alors, qui par ailleurs se nourrit d'antécédents, Dubois aux États-Unis, C.L.R. James, qui a eu un gros débat avec Trotsky, James qui a écrit, en France on connaît qu'un bouquin de lui qui s'appelle Les Jacobins Noirs sur la Révolution haïtienne. C'est quand même le bouquin majeur sur la Révolution haïtienne, écrit par un noir qui, je m'excuse, était trotskiste et à la direction de la 4e internationale en 1939, qui par ailleurs était un grand spécialiste dans la presse anglo-saxonne du cricket comme révélateur du rapport colonial. Bon, il y a beaucoup d'écrits de James sur le cricket, donc il y avait ce fond-là. C'est-à-dire, c'est pas parti de zéro aux États-Unis, par exemple. Il y avait toute une histoire déjà de la pensée de l'émancipation du mouvement noir. Mais là, ça étant réactivé par la montée des luttes d'indépendance en Afrique, et on a 3 personnages symboliques, Fanon, Lumumba, Malcolm X, dont la trajectoire illustre ce que pouvait être à l'époque la dynamique d'un mouvement noir, c'est-à-dire un mouvement, on peut lire Fanon, qui est un mouvement qui va qui revendique sa négritude. D'ailleurs, à l'époque, je ne crois pas qu'on parlait de fierté. C'est venu un peu plus tard, dans les années 60, etc. Parce que l'histoire fierté, honte, je suis fier d'être ceci, cela, non. On est fier de ce qu'on fait, pas de ce qu'on est. Mais enfin, bon, on comprend très bien que ça constitue en tout cas une réaffirmation face à une discrimination, à une oppression. Mais dans les 3 cas en question, c'est une revendication qui cherche sa convergence avec des revendications universelles du mouvement social, du mouvement ouvrier, etc. Et les textes de Fanon, si on lit Peau noire et masque blanc, est une revendication à la fois de la négritude et en même temps, les passages, c'est dommage, j'avais pensé que je les aurais amenés, sont des passages magnifiques sur le thème j'ai le dos marqué par les coups de fouet ou le visage qui ruisselle de crachats, etc. Mais je ne veux pas me laisser ancrer, me laisser engluer dans une origine, dans une identité, etc. Je fais partie d'un devenir. Bon, alors tout ça, évidemment, est nourri en partie de la philosophie de Sartre, alors qu'aujourd'hui, on est à l'inverse. Les crises d'identité aujourd'hui se tournent vers une légitimité des origines. Le pire, d'ailleurs, c'est dans les milieux, y compris ici en France, intellectuels juifs, où on réactive maintenant le mythe de peuple élu et où le génocide, réinterprété comme holocauste, devient la preuve négative de l'élection. C'est la confirmation par le génocide d'un statut particulier du peuple élu. Et bon, des gens qui ne sont pas des couillons, comme Jean-Claude Milner ou Benny Lévy, sont en plein dans la mythologie maintenant des origines et de la généalogie. Alors que tous ces protagonistes-là des mouvements de libération des années 60 revendiquent leur particularité pour s'inscrire dans un devenir universel. Et la trajectoire personnelle de Malcolm X est l'illustration même de ça. C'est-à-dire passer de la revendication noire liée à une revendication religieuse des Black Muslims pour aboutir, c'est probablement d'ailleurs ce qui lui a coûté la vie, son évolution, et à travers quoi l'évolution de Malcolm X? Il y a une prise de conscience personnelle, il y a une intelligence évidemment singulière du personnage, mais c'est aussi ses voyages.
c'est sa rencontre avec le Che, c'est les rencontres qu'il a faites, etc. Pourquoi? Ça pourrait paraître anecdotique, mais ce qui me paraît intéressant de retenir, c'est comment ces aspirations à une libération, ces revendications de reconnaissance d'un peuple ou d'une race opprimée, etc., se tournent d'un contexte de montée de la révolution coloniale, se tournent vers ce qu'on va appeler de manière très générale le mouvement ouvrier de l'époque. Et les figures emblématiques de tout ça, c'est le Che, c'est Amilcar Cabral, c'est Lumumba, etc. Et il faut voir la comparaison aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une nouvelle montée de lutte contre le néo-impérialisme, contre la guerre globale, contre la recolonisation du monde, mais dont les figures visibles sur la scène internationale, c'est Ben Laden, c'est Zarqawi, etc. Et bon, ça résume assez largement les différences de contexte. Hein. J'ai oublié Ben Bella dans le lot, hein, qui, avec ses limites et ses qualités, fait aussi partie, ou Ben Barka, puisqu'on est en France, après tout, c'est jamais inutile de rappeler le sort qu'a réservé l'État français en collaboration avec la royauté marocaine à ce pauvre Ben Barka.